Et salut à tous les amis, c'est Zog d'Historia Games, et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière et un petit peu spéciale, puisqu'elle inaugure une série de chroniques consacrées à des faits et à des dossiers de la Seconde Guerre mondiale. En fait, j'ai pensé à utiliser les nombreuses possibilités offertes par le jeu vidéo War Thunder en matière d'aviation et de chars, pour vous proposer une petite série de vidéos qui ne devrait pas dépasser les 10-15 minutes on va dire, et qui illustreront chacune un point particulier du second conflit mondial que j'aurais choisi en conséquence et en amont. Et on commence sans plus attendre cette nouvelle chronique avec une première vidéo consacrée à l'armée de l'air italienne durant la Seconde Guerre mondiale. La Regia Aeronautica, c'est son nom, est en effet disponible depuis la mise à jour 1.69 éponyme dans War Thunder, et ce nouvel ajout majeur a énormément fait réagir la communauté. En fait, outre le fait d'incorporer au jeu une troisième faction pour les forces de l'Axe, l'arrivée de l'armée de l'air italienne nous permet de nous pencher sur des parties souvent méconnues et minorées du second conflit mondial. Alors, avant de parler de cette armée de l'air italienne en détail, revenons sur une petite remise en contexte qui s'avère être plus que nécessaire. En effet, pour ce qui est de la période entre 1939 et 1945, l'Italie est souvent moquée dans un schéma similaire à celui de la France. Elle apparaît comme un boulet, comme l'allié qui a handicapé l'Allemagne nazie, puissance majeure des forces de l'Axe, tout au long du conflit. Pourtant, se résumer à ce simple fait, c'est oublier plusieurs choses, et non des moindres. On peut tout d'abord commencer par dire que c'est oublier le fait que l'Italie de Mussolini a longtemps constitué un modèle pour l'Allemagne hitlérienne, avant que celle-ci ne la rattrape, puis ne la dépasse. En effet, durant les années 30, les forces armées italiennes étaient un temps durant supérieures à celles des Allemands, et lorsque Mussolini se range aux côtés de la France et de la Grande-Bretagne pour empêcher une première tentative d'Anschluss en 1934, Hitler n'a d'autre choix que de se soumettre et de renoncer face à une armée italienne qui est à cette époque plus puissante que la sienne. Ensuite, il convient également de rappeler que les troupes italiennes ont combattu sur le front de l'Est, et la chose est très souvent oubliée. Les Bersaglieri s'y sont notamment distingués et ont fait preuve d'une bravoure à toute épreuve, reconnue par tous, y compris par l'allié allemand. Le soldat italien est également courageux et farouche. Il a combattu durement sur le front des Alpes en 1940, et il en fut de même à Bir Hakeim, où les survivants français reconnaissent au soldat italien de la division Ariete une ardeur au combat et un courage sans faille, venant souvent compenser leur piètre matériel terrestre d'une qualité défaillante et le très mauvais commandement de l'armée italienne à cette époque. Enfin, et ce dernier point va nous guider vers notre sujet, il convient également de rappeler que l'Italie a épaulé dans les cieux les forces de l'Axe durant de nombreuses campagnes, et notamment lors de la bataille d'Angleterre, où 200 appareils du Corpo Aero Italiano ont combattu la Royal Air Force. Malheureusement, ces appareils étaient très souvent obsolètes et démodés, bien moins modernes et performants que leurs adversaires britanniques. De fait, ils n'obtinrent que des résultats très médiocres. En fait, l'armée de l'air italienne est un paradoxe qui s'inscrit plus largement dans le cas italien de la Seconde Guerre mondiale. Dotée de véhicules performants et à la pointe de la technologie à la fin des années 1920 et au début des années 1930, l'armée de l'air italienne commence pourtant le second conflit mondial totalement à la ramasse. Mussolini était contre le fait de lancer les hostilités avant 1942, voire 1943, et cela s'explique facilement, et on comprend facilement pourquoi en effet, lorsque l'on voit des biplans Fiat CR-32 ou CR-42 aller défier les Spitfire et autres Hawker Hurricane britanniques au-dessus du Channel lors de la bataille d'Angleterre. Face à des adversaires plus modernes et redoutables, disposant notamment d'une meilleure motorisation et d'un armement plus puissant, les biplans italiens ne peuvent guère compter que sur leur maniabilité supérieure pour tenter tant bien que mal de rivaliser avec les Britanniques qui peuvent, quant à eux, frapper plus vite et plus fort. Vous voyez désormais à l'écran une attaque au sol d'un biplan Fiat CR-32 italien dans War Thunder. On peut observer la maniabilité de l'appareil, mais on constate également sa lenteur ainsi que son armement plus que limité en termes de puissance de feu. Après le premier conflit mondial, où la naissante armée de l'air italienne avait obtenu des résultats plus qu'honorables, un décret gouvernemental approuvé par le roi d'Italie Vittorio Emanuele permet d'officialiser comme une force armée autonome cette armée de l'air dès 1923. S'ensuit alors de nombreux efforts consacrés au développement de l'aviation militaire, et ceci explique que durant la fin des années 1920 et le début des années 1930, les biplans italiens tels le CR-32 Falco constituent des appareils à la pointe de la technologie dans leurs catégories respectives. La Regia Aeronautica devient ainsi un véritable fleuron et une fierté pour le régime fasciste qui en fait un instrument de sa propagande et qui lui permet de battre record de vitesse sur record de vitesse. Pour autant, face aux bons technologiques connus par l'aviation durant les années 1935, l'Italie ne réagit que très peu, notamment dans le domaine des chasseurs monoplaces. Pire encore, la participation à la guerre civile espagnole de volontaires italiens ne pousse toujours pas à la réaction escomptée de la part du pouvoir politique
et des militaires qui sont trompés et croient injustement au succès de leur doctrine en raison d'une faible présence aérienne ennemie. De plus, l'industrie italienne est trop faible à cette époque pour se lancer dans une guerre totale, et elle ne parvient pas à développer des successeurs viables au biplan, ou alors en quantité trop limitée. Des tentatives existent malgré tout, comme celle d'Italo Balbo, maréchal des forces aériennes italiennes à partir de 1929. C'est un réformiste novateur qui a pour ambition de faire de la Regia la première armée de l'air au monde. Son jeune âge, 33 ans à peine lors de sa nomination, ne suffit toutefois pas à développer la situation et à débloquer les choses. Et son décès survenu très tôt dans le conflit, dès 1940 au-dessus de Tobrouk et par un tir allié, enterre définitivement tout espoir italien de moderniser la Regia de façon efficace. En matière de chasseurs monoplaces, les biplans italiens restent la norme jusqu'en 1940, où ils sont majoritaires dans l'armée de l'air italienne. Pourtant, des appareils comme le C-200 ou le C-202 Folgore sont capables de performances honorables qui peuvent soutenir la comparaison avec les appareils britanniques et américains, mais ils sont malheureusement trop peu nombreux pour espérer inverser la balance pour les forces italiennes. Vous venez de voir à l'œuvre dans War Thunder le C-202 Folgore en chasse. Armé de 2 mitrailleuses de 12,7 et de 2 mitrailleuses de 7,7, couplé à une bonne motorisation et à une maniabilité décente, ce chasseur était capable de résultats plus qu'honorables. Mais les pilotes italiens manquent en général d'entraînement sur leurs nouveaux appareils avant de partir au combat, et leurs tactiques de combat sont obsolètes face à une Royal Air Force et à une US Air Force qui montent en puissance au fur et à mesure du conflit. Les pilotes italiens tentent de faire au mieux, mais ils décollent déjà avec un lourd et sévère handicap. Lors de la bataille des Alpes opposant l'Italie à la France, l'armée de l'air française, pourtant très timide dans ses sorties et très moyennement modernisée, parviendra à abattre sans le moindre mal une poignée de chasseurs italiens. On peut dès lors parler d'un véritable gâchis, le mot est lâché. Lorsque l'on voit à partir de 1943 des appareils de très bonne facture comme le Fiat G55 faire leur apparition dans le ciel, les regrets sont encore plus importants. Doté d'un armement plus que correct de 3 canons MG151 de 20 mm et d'un moteur lui permettant d'atteindre 630 km/h, le G55 aurait été un très sérieux concurrent aux appareils des Alliés si l'Italie avait été capable de le produire en série. Malheureusement pour le Duce, l'armistice de Casilbew désorganise les restes de l'armée de l'air italienne et les pilotes de chasse comme l'As Adriano Visconti termineront le conflit sur des appareils allemands modernisés de type Bf-109K. Vous venez de voir à l'œuvre le G55 dans War Thunder. Ce chasseur italien y est un véritable maître des cieux. Ses 3 canons de 20 mm MG151, un dans chaque aile et un dans le nez, lui offrent une convergence des armes optimale et un feu mortel pour tous ses ennemis. Couplé aux munitions antiaériennes explosives et incendiaires italiennes, il fait des ravages sur les carlingues adverses. C'est un très bon appareil capable de performances exceptionnelles dans le jeu. Reste à voir si en réalité, il était aussi fiable que cela. Pour autant, tout est loin d'être à jeter dans cette armée de l'air italienne durant le second conflit mondial. En effet, si la Regia Aeronautica a produit trop peu de bons appareils en matière de chasse et que ses pilotes étaient globalement dépassés par les Britanniques et les Américains, la situation diffère quelque peu pour ce qui est du domaine du bombardement. Dans un schéma similaire à celui des chars italiens présenté dans une excellente vidéo par notre camarade Brasidas et que je vous recommande si vous ne l'avez toujours pas visionné, on remarque que certains avions parvenaient à sortir du lot. Les missions de l'aviation italienne se concentraient donc sur une vague tentative de contester la supériorité aérienne aux Alliés, mais elle était avant tout centrée sur l'attaque navale et la destruction de navires. En effet, la forme de l'Italie reste péninsulaire, et sa géographie va ainsi durablement déterminer ses choix stratégiques et doctrinaux à travers la Seconde Guerre mondiale. Benito Mussolini rentre dans ce conflit en rêvant de reconstituer la grandeur de l'Empire romain pour son Italie fasciste. Pour ce faire, il a besoin d'un contrôle total et sans partage sur la mer Méditerranée. Et il trouve rapidement sur sa route l'Empire britannique avec ses possessions en Crète, à Malte et ses alliés en Grèce. Cette volonté et ce projet fou de Mare Nostrum du Duce va justifier ainsi les engagements italiens contre la Grèce, contre la Yougoslavie, contre Malte et contre la Crète, avec les échecs cinglants que l'on leur connaît. Mais au niveau de l'aviation, cela a eu des conséquences visibles et notables. Ainsi, pour appuyer sa stratégie et ses buts de guerre, l'Italie va développer d'excellents bombardiers navals comme le SM-79 Sparviero, qui est tout simplement le meilleur du monde dans sa catégorie à son époque. Construit à quelques 1370 exemplaires, c'est l'avion italien le plus produit dans la catégorie des bombardiers durant le second conflit mondial. Il enregistra d'importants succès contre la flotte britannique en Méditerranée, malgré une structure robuste en bois qui le rendait fragile, mais également très rapide et agile. Il parvint à remplir de nombreuses missions de bombardement d'objectifs britanniques
tels des aérodromes et des bases dans sa configuration de bombardier tactique, et il torpilla plusieurs bâtiments de la Royal Navy comme le croiseur HMS Manchester dans sa configuration de bombardier naval avec des torpilles de 800 kg. Ainsi, la forme géographique de l'Italie, qui en fait un pays entouré par la mer, doublée au projet mussolinien, va conduire à l'apparition d'excellents torpilleurs dans les forces aériennes italiennes. Les Italiens pousseront même le vice jusqu'à tenter de mettre en place et de développer un chasseur monoplace armé d'une torpille de 800 kg, engin plutôt insolite en son genre. C'est le G55S, une version prototype du G55 qui ne sera jamais produite en série. Par ailleurs, les bombardiers moyens bimoteurs et les bombardiers à long rayon d'action quadrimoteurs ne sont pas en reste et furent également développés avec soin par les Italiens. Le CANT-Z1007 pouvait ainsi emporter 1 tonne de bombes dans un rayon d'action de 1800 km, tandis que le Piaggio P108 disposait pour sa part de 3,5 tonnes d'explosifs et d'un rayon d'action de 3500 km. Des chiffres plus qu'honorables lors de sa mise en service entre 1940 et 1941. Malheureusement, une fois de plus, ces appareils furent disponibles en nombre trop restreint pour réussir quelque chose de grande envergure, surtout lorsque l'on compare les quelques 163 P108 construits aux plus de 11 500 Wellington britanniques qui ont été construits durant le Second Conflit mondial. Voici venu le temps de conclure cette vidéo qui présente une étude rapide de l'armée de l'air italienne lors du Second Conflit mondial. En dépit de nombreux désavantages, et notamment d'une majorité d'appareils obsolètes au moment de lancer le conflit et de rejoindre les hostilités en 1940, l'Italie a tenté d'exister tant bien que mal, que ce soit globalement ou au niveau de son armée de l'air. Ainsi, les engagements italiens de l'Espagne au front de l'Est en passant par l'Afrique et le théâtre méditerranéen furent donc non négligeables sans pour autant parvenir à constituer une implication susceptible de modifier durablement l'équilibre des forces au niveau du conflit. Faisant preuve de courage et de débrouillardise, les pilotes italiens avaient toutefois trop de handicaps pour espérer rivaliser durablement et efficacement avec les avions britanniques et américains. J'espère que cette vidéo vous aura plu, il est temps pour nous de nous quitter, n'hésitez pas à laisser des avis en commentaire, la suite arrivera très bientôt. N'hésitez pas également à commenter, partager et aimer cette vidéo, ça fera toujours plaisir. C'était Zog d'Historia Games, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.